côté, il est associé à toute une série de réseaux internationaux liés au vin, à la vigne, à la consommation du vin en particulier. Alors Mathieu Lecoutre, il est connu pour avoir soutenu une très très belle thèse en 2010 sous la direction de Benoît Garneau. Benoît Garneau qui est un spécialiste de culture matérielle. Et cette thèse portait le nom Ivresse et ivrognerie dans la France moderne du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Et vous voyez tout l'intérêt de cette thèse parce que il a travaillé sur la longue durée du XVIe au XVIIIe siècle, donc 3 siècles. Elle a été soutenue en 2010 et a suscité beaucoup d'intérêt puisqu'elle a été publiée presque aussitôt en 2011, le temps de l'édition. Elle a été publiée aux presses universitaires de Rennes et aux presses universitaires de Tours qui se sont alliées pour cette publication. Et elle a été publiée sous le même titre, à peu près, que la thèse, et elle a donné lieu donc à un très très beau livre que je vous présente rapidement ici. Alors évidemment, dans cette thèse, il a su allier plusieurs champs, l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire judiciaire, l'histoire religieuse, l'histoire économique, un peu d'histoire médicale. Et c'est en croisant ces données-là qu'il est arrivé à un certain nombre de conclusions dont il vous fera très sans doute part. Depuis, il a structuré ses recherches autour de 3 axes. Un travail sur le vin et l'ivresse à travers le théâtre français au XVIe et au XVIIe siècle. Puis, il s'est intéressé aussi aux débits de boissons à l'époque moderne, les lieux de consommation, les lieux de sociabilité. Et enfin, il a travaillé sur l'ivresse, là encore sur la longue durée, de l'Antiquité à nos jours. Et cela a donné, et au niveau mondial, cela a donné lieu à un très beau colloque qu'il a organisé en 2014. Alors, Mathieu Lecoutre, vous avez bien compris, est un historien de l'alimentation, de la culture matérielle, mais aussi un historien, quand on travaille sur l'ivresse, un historien des mentalités. Et donc, il s'intéresse bien sûr à toutes ces questions qui mêlent à la fois le culturel, l'économique, le politique, le judiciaire et, je vous ai dit tout à l'heure, la santé. Alors, je ne vais pas aligner sa bibliographie ici, ça n'aurait aucun intérêt, mais je tiens à vous souligner l'existence de 2 ouvrages récents qu'il a publiés. En 2017, Le goût de l'ivresse, boire en France depuis le Moyen-Âge, là encore jusqu'au XXIe siècle. Là encore, vous voyez ce souci de la longue durée aux éditions Belin. Et un deuxième ouvrage, l'Atlas historique du vin en France, qui a été préfacé par un géographe renommé qui est Jean-Robert Pitt. Alors, sur ces quelques mots de présentation, eh bien, je vais laisser Mathieu Lecoutre répondre à une question un peu énigmatique. Une pinte de vin ou une poignée de main, quelle différence? Bonne soirée. À tout à l'heure. Merci Marguerite. Merci Marguerite pour cette présentation. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Et donc, comme l'a très bien expliqué Marguerite Figeac, donc je suis un historien de l'alimentation et de l'ivresse plus particulièrement, et je vais donc vous faire part de la sociabilité d'Ancien Régime, la sociabilité dans la France moderne, qui tourne autour du vin. Voilà. Donc là, vous avez devant votre écran
une image qui nous donne à voir le cabaret de Jean Ramponneau. Jean Ramponneau, c'est le cabaretier à la mode dans les années 1750-1760 aux portes de Paris. Il est au-delà de la barrière d'octroi. Et dans cette gravure assez magnifique, hein, nous voyons des formes de sociabilité d'Ancien Régime qui réunissent, si vous parvenez à regarder, des individus de catégories sociales très variées, hein, en fonction de leurs vêtements, évidemment. On peut dire ça, en fonction du genre aussi. On a des hommes, on a des femmes, on a des enfants également, on a quelques animaux qui traînent là dans la cour du cabaret. Et dans ce cabaret, figurez-vous que la moyenne de consommation de vin par jour était de 350 litres. 350 litres de vin par jour dans un cabaret qui pouvait contenir avec la cour jusqu'à 600 clients. Voilà. Donc, cette image-là nous permet de rentrer de plein pied déjà dans cette sociabilité d'Ancien Régime autour du vin. Euh, Ensuite, je vais finalement commencer par une introduction relativement courte, mais qui va répondre à ce questionnement problématique que je présente ici. Pourquoi l'enivrement est-il accepté dans la France moderne? France moderne, cela signifie du XVIe au XVIIIe siècle, évidemment. Et ici, vous avez un dessin. Qui est tiré de ma thèse, hein, présentée par Marguerite Figeac, et qui nous montre, alors sous une version que je veux claire, pédagogique, finalement, cette culture d'enivrement d'Ancien Régime que je vais développer. Alors, évidemment, donc on se situerait peut-être au XVIIe siècle, XVIIIe siècle avec une bouteille. Bon, les verres sont anachroniques, hein, les verres à pied comme ça sont anachroniques, mais ça permet de donner du sens. Et donc, vous avez trois éléments fondamentaux, trois éléments fondamentaux de cette culture d'enivrement d'Ancien Régime qui repose sur divers éléments qui se trouvent dans les verres de vin, ici. Donc, les trois fondements que je vais développer dans mon introduction sont la présentation d'une culture complaisante. Vous verrez que du XVIe au XVIIIe siècle, on est très complaisant à l'égard des enivrés, hein, pour diverses raisons, pour des raisons populaires, des raisons médicales, des raisons religieuses, des raisons comiques, etc. Enfin, vous verrez tout cela. Deuxième pilier, deuxième verre essentiel, c'est la présentation d'une culture sociabilisante. Trinquer permet de tisser des liens, de faire du réseau, hein. Et puis, le troisième élément que je vous montrerai, et puis que j'ai décelé dans mon travail de thèse, c'est que finalement, ce goût pour la sociabilité autour du verre de vin, c'est une culture ancienne, universelle, héritée, et qui se transmet d'une manière mémorielle, voilà, de génération en génération. Et ainsi, vous parviendrez à comprendre pourquoi cette culture de l'enivrement légitime le fait de s'enivrer entre le XVIe et XVIIIe siècle, alors même que s'enivrer est un délit et un péché. Alors ici, je vous présente un extrait d'un édit fondateur de François Ier qui date de 1536, que j'ai retrouvé dans mon travail de thèse. Et là, je mets en valeur en fait les quelques lignes essentielles. Je me permets de lire. Alors c'est bien, c'est du vieux français, mais on arrive à comprendre. Et pour obvier, c'est-à-dire pour empêcher aux oisivetés, blasphèmes, homicides et autres inconvénients et dommages qui arrivent d'ébriété, est ordonné que quiconque sera trouvé ivre soit incontinent, c'est-à-dire tout de suite, constitué et détenu prisonnier au pain et à l'eau pour la première fois. C'est-à-dire qu'une sentence est prévue et finalement, on place l'enivré dans une sorte de cellule de dégrisement, comme on dirait aujourd'hui, au pain et à l'eau, hein, et ce qui lui permet donc de faire passer son moment d'ivresse. Et si secondement, il est reprint, donc s'il y a récidive, sera, outre ce que devant, battu de verges et de fouet par la prison. C'est-à-dire qu'il va être bastonné ou fustigé dans la prison, derrière les murs de la prison. Ce ne sera pas public. Troisième fois, s'il y a une deuxième récidive, il sera fustigé publiquement. Donc, on fait ça souvent sur la place publique. Et s'il est incorrigible, sera puni d'amputation d'oreilles et d'infamie et bannissement de sa personne. Donc, en fait, il sera essorillé. On lui coupe les oreilles, hein. Et les quelques lignes suivantes, je ne vous les lis pas, mais François Ier demande au juge
d'imposer, enfin d'appliquer cette loi, et surtout de considérer que l'enivrement d'un délinquant doit être considéré comme une circonstance aggravante et non pas atténuante. Voilà. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on coupe les oreilles d'un récidiviste enivré, puisqu'on ne boit pas par les oreilles, on boit évidemment par la gorge. Ben, évidemment, si on coupe la gorge, on décède. C'est sûrement vu comme une sentence trop radicale pour François Ier. Et donc, il est souris, ça n'empêche pas de vivre, ça vous marque évidemment le corps, mais de toute façon, vous êtes banni, vous allez essayer de refaire votre vie un petit peu ailleurs. Alors, figurez-vous que cet édit n'est jamais annulé. Hein. Donc, réellement, en pratique, enfin, au moins en théorie, et puis on verra si en pratique il est appliqué, mais normalement, il est appliqué jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Ça, c'est le premier point, donc s'enivrer est un délit. Hein. Le deuxième point, pour l'Église, l'ivresse est un péché. L'ivresse est un péché qui, pour qu'il soit pleinement péché, doit correspondre à trois éléments. Hein, quand un curé découvre un enivré dans sa paroisse, eh bien, il doit vérifier finalement si le paroissien en question a réellement commis un excès de boisson, c'est le premier point. Mais si cet excès de boisson est volontaire, hein, en fait, si on s'enivre involontairement, on peut être excusé. Hein, et surtout, si on en a perdu la raison, voilà, qui est en fait le moyen de savoir si quelqu'un est ivre ou pas, savoir s'il est toujours dans sa pleine raison ou pas. Et donc, si réellement les trois éléments se retrouvent, eh bien, c'est un péché. Voilà. Alors, évidemment, je ne vais pas présenter en détail toutes les boissons qui sont utilisées pour s'enivrer, enfin les boissons enivrantes, mais je suis obligé quand même de rappeler, et évidemment, ça ne surprendra personne à Bordeaux, l'importance du vin dans les boissons quotidiennes, et puis évidemment dans les boissons de l'enivrement. Voilà. Alors ici, c'est une carte qui est tirée de l'Atlas historique du vin en France de 2019 que Marguerite Figeac a évoqué tout à l'heure, et qui vous montre la production viticole en France, donc au XVIIIe siècle. Alors, bon, évidemment, les territoires sont anachroniques, on a avec les départements ici, mais c'est pour donner du sens par rapport à aujourd'hui. Et donc, vous voyez, plus la couleur est foncée, plus la production viticole par département est importante. Voilà. Et plus elle est claire, moins il y en a. Hein. Mais il y en a un petit peu partout, sauf dans les parties septentrionales du royaume. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est le vin, évidemment, qui est la boisson la plus consommée. Vous voyez également à droite de la carte que j'ai indiqué la consommation d'autres boissons enivrantes, telles que l'eau de vie, la bière, le cidre ou le poiré, qui sont, comme vous pouvez le constater, à des niveaux de consommation qui sont relativement faibles. L'eau de vie est consommée par un habitant de l'île en moyenne à des hauteurs de 3,5 litres par an dans les années 1780. À Paris, pour la bière, on consomme en moyenne 9 litres de bière par an. Voilà, donc un Parisien boit en moyenne 9 litres de bière par an, c'est, je vous le précise, 13 fois moins que le vin. Et puis pour le cidre et le poiré, des productions qui sont davantage localisées, tout comme la bière d'ailleurs au nord et à l'est, mais donc au nord-ouest plutôt pour le cidre et le poiré, et puis un petit peu évidemment dans le sud-ouest. La consommation est très légère. À Paris, 3 litres de cidre seulement par an par habitant. En revanche, en Normandie, à Caen, 430 litres par an par habitant. Ce qui nous intéresse ici, c'est avant tout le vin. Donc on y revient. Et donc, vous voyez que la consommation de vin, finalement, dans nos 3 siècles, augmente. Puisque vous voyez en haut à droite qu'au début du XVIe siècle, en France, la consommation moyenne, alors c'est une estimation, c'est une tendance, hein. On ne pourra jamais avoir le chiffre précis, est autour de 72 litres de vin par an par habitant. Pour vous donner un moyen de comparaison, aujourd'hui, on estime que la consommation moyenne de vin par an par habitant d'un adulte est autour de 40-42 litres voilà, par an. Donc là, 72, on est bien au-dessus. Et surtout, ça augmente. Comme vous le voyez, puisqu'à la fin du XVIIIe siècle, on estime qu'il y a environ en moyenne 105 litres de vin par an par habitant consommé. Voilà. Et ici, en fait, ces chiffres tiennent compte des enfants. Si on s'intéresse plus spécifiquement à quelques grandes villes, où le travail de recherche
quantitative et plus facile par rapport aux sources. On voit qu'à Lyon, on consomme bien plus que la moyenne, on consomme près de 200 litres de vin par an et par habitant. À Paris, on en consomme seulement, entre guillemets, 150 litres par an par habitant. Il faut noter que la moyenne parisienne est une moyenne basse, puisqu'on est, enfin, les historiens savent que les Parisiens ont divers moyens pour essayer de passer outre la barrière d'octroi, notamment avec des tuyaux qui passent sous les barrières et qui permettent de diffuser le vin sans payer les fameuses taxes qui rendent cette boisson beaucoup plus chère. Alors, le vin est une boisson essentielle, mais évidemment, pour prévenir les éventuelles questions à venir après ma présentation, quid de l'eau? Eh bien, boire de l'eau ne coule pas de source, finalement, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. On pourrait croire, mais d'une manière anachronique, que l'eau disponible dans ces siècles-là ressemblerait grosso modo à la nôtre. Mais l'eau minérale, c'est en bouteille, c'est les années 1960, 1900, voilà. Donc c'est très récent. Alors, la communauté historienne est relativement divisée sur cette question de la consommation de l'eau et il n'y a pas vraiment d'avis qui domine aujourd'hui. Certains pensent qu'on est dans un temps de l'eau plutôt rare, de l'eau potable plutôt rare. D'autres pensent qu'on est dans un temps où déjà on boit énormément d'eau. Moi, je vais rapidement vous montrer que, évidemment, ça ne coule pas de source. En tout cas, c'est source de débat. Je vous ai présenté une petite citation de François Quesnay, le physiocrate François Quesnay, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, l'article Grain, dans l'article dans lequel François Quesnay nous explique qu'il n'y a que l'indigence qui puisse nous réduire à boire de l'eau, à manger de mauvais pain et à nous couvrir de haillons, tous les hommes tendant par leurs travaux à se procurer de bons aliments et de bons vêtements. Alors ça, c'est une citation intéressante, puisque pour François Quesnay, en fait, seuls les pauvres sont réduits, et les indigents les plus pauvres sont réduits à boire de l'eau, hein, et vu comme équivalent de manger du mauvais pain et d'être couvert de haillons. Voilà. Dès qu'on a un petit peu d'argent, on arrêterait de boire autant d'eau. Alors évidemment, ça nous renvoie à la question de savoir si l'eau est saine à l'époque. Et certains médecins du XVIe siècle, tels que Laurent Joubert, tendent à nous apprendre qu'à partir du XVIe siècle, de plus en plus, les médecins recommandent la consommation d'eau. Et ils nous disent que pour mener une vie saine, c'est ce que nous dit Laurent Joubert, pour mener une vie saine, finalement, on n'est pas obligé de boire du vin. Alors, tout ça, évidemment, ça nous questionne, mais vous verrez, j'expliquerai un peu quelle est l'approche médicale du vin pendant l'Ancien Régime. Et puis, on a aussi d'autres témoignages donc de médecins qui sont très répandus dans la communauté historienne, comme Bruyérin-Champier, qui, nous parlons des paysans, en fait, des Français, nous disent leur boisson, c'est de l'eau de source, ou de puits, ou de lac, ou de rivière, car l'usage du vin leur est très peu fréquent. Alors ici, cette source est à manier avec des pincettes, en fait, puisque Bruyérin-Champier est parfois dans une vision très angélique de ce que devrait être la communauté des sujets français. Cette vision angélique, elle a été parfois relayée par les historiens, et notamment parce qu'en fait, on la retrouve jusqu'au XVIIIe siècle, et notamment avec un écrivain qui est Rétif de la Bretonne, qui, en Bourgogne, nous donne, qui nous traite de la Bourgogne, et qui nous donne de la même manière une vision très angélique de ce qui aurait dû être la consommation parfaite du paysan bourguignon, c'est-à-dire de l'eau, ou bien du vin coupé d'eau, énormément de vin coupé d'eau, mais très peu de vin pur. Voilà. Alors, vous verrez que moi, dans mes travaux, en fait, je remets en cause cette vision peut-être trop angélique de la réalité. Et alors, il est vrai que cette approche peut se défendre si on habite dans un endroit où l'eau est relativement saine. On imagine des vallées pyrénéennes, des vallées alpines, etc. Mais vivre en ville, vivre à la campagne même, lorsque la rivière sort de son lit, ça veut dire être en contact avec une eau qui est sale, qui est dangereuse médicalement pour la santé. De même, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
quand on fréquente les sources de toutes les grandes villes du royaume, du XVIe au XVIIIe siècle, eh bien, on est confronté à la saleté de l'eau et à la saleté des rivières, à la saleté des puits, etc. Alors, pour finir cette présentation d'introduction, je voudrais citer Lavoisier qui, lui, nous rend compte de la consommation euh, de boissons dans la ville de Paris. Et je le réutilise là, mais il nous évoque des niveaux extrêmement élevés de consommation de boissons enivrantes. Alors, la démarche que je vais suivre, c'est une démarche en 2 temps. Alors, dans le premier temps, je vais essayer de vous montrer qu'une culture complaisante est très importante donc, dans l'Ancien Régime. Ça correspond grosso modo au premier vers. Et puis, dans le deuxième temps, j'associerai les 2 vers suivants pour vous montrer qu'il y a une culture sociabilisante et héritée qui imprègne, qui imbibe le corps social des élites au peuple. Alors, tout d'abord, la culture complaisante peut être fondée sur des croyances populaires. Alors, certes, encore aujourd'hui, évidemment, s'enivrer, ça peut être vu comme un antidépresseur. Mais existait à l'époque moderne d'autres arguments complaisants à l'égard des boissons enivrantes. Et ici, vous avez un extrait des bouquets Poissard de Jean-Joseph Vadé, et donc, qui date de 1743, et qui nous raconte un dialogue entre un enfant de bonne famille et des femmes des Halles de Paris, donc qui boivent beaucoup et puis qui ont un accent très, très populaire en fait. Et donc, tout ce qui est en italique, c'est prononcé par des femmes des Halles. Et donc voilà le dialogue. Sans vous commander notre voisin, lâchez-nous s'il vous plaît Chopine, de paf en manière d'eau divine. V'là monsieur qui n'est pas vilain, qui nous régale. Aussi je l'aime plus que la vie. Allons Bijou, mettez-vous là. Bijou, c'est le jeune garçon. Babette verse à monsieur. Aimez-vous l'eau de vie? Et donc le jeune garçon un peu intimidé, il dit non, je ne bois point de cela. C'est un peu fort. Ah mon Dieu de cela, Manon, comme ça parle. Que façon? Buvez donc, né quand c'est avalé. Ça court au cœur, ça vous le régale. Ici, on a les mœurs populaires poissardes qui sont évoquées par Vadé et qui nous rappellent que l'eau de vie, c'est de l'eau divine. L'eau de vie est vue comme une eau un alcool qui fortifie, qui réjouit les buveurs. Et ces croyances-là, eh bien, elles sont fréquentes dans ce qu'on peut appeler le petit peuple. Ce qui nous permet de faire le lien avec la complaisance médicale. Le monde de la médecine est divisé, vous êtes au courant, aujourd'hui encore. Mais il est divisé notamment par rapport à l'appréhension qu'on peut avoir du vin. Alors, il y a des croyances, des superstitions, des erreurs en fait médicales qui justifient depuis des siècles l'excès de vin au sein de la population. Et l'une des principales, qui est héritée donc des anciens, et qui a passé le Moyen-Âge, c'est de croire que s'enivrer 1 ou 2 fois par mois pourrait être salutaire. Donc là, c'est inspiré de la vision d'Hippocrate et de Galien de la théorie des humeurs. Et on a des gens très sérieux, des Bordelais très sérieux tels que Montaigne, qui, dans ses essais, dans son essai d'Olivron-Nury, écrit « Il a ouï dire à Sylvius », donc il a entendu dire de Jacques Dubois, Sylvius, excellent médecin de Paris, que pour garder les forces de notre estomac ne s'apparaissent, il est bon, 1 fois le mois, les éveiller par cet excès et les piquer pour les garder de s'engourdir. Donc, grosso modo, c'est de la médecine morale qu'on a un peu de mal à comprendre aujourd'hui, simplement. Mais pour éviter que les humeurs encrassent en quelque sorte l'estomac, il faut les réveiller, les stimuler. Par quoi? Par de l'ivresse. Alors évidemment, c'est une erreur médicale manifeste, mais c'est cru, c'est repris par des gens très sérieux, et surtout, on le retrouve jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Pour preuve, le chevalier de Jaucourt. Le chevalier de Jaucourt, c'est un philosophe qui a fait des études de médecine dans l'université très sérieuse de Leyde. Et à l'article de l'encyclopédie 20,
il rend compte de cette tradition humorale. Il nous dit, par exemple, dans des petits accès de mélancolie, on appelle ça la dépression aujourd'hui, dans l'inertie de l'estomac, la paresse des intestins, et enfin, lorsque sans être malade, la santé paraît languir, il est bon de la réveiller un peu, et une légère ivresse produit admirablement bien cet effet. Donc, il ne s'agit pas de vomir, hein, mais une ivresse conviviale peut être défendue médicalement. Et puis, un peu plus loin, il évoque, c'était dans la même vue qu'Hippocrate conseillait de boire du vin pur, donc pas coupé, de temps en temps, et même avec quelques excès, pour se remettre d'une grande fatigue, ce qui me paraît un peu contradictoire, mais Dioscoride et Avicenne, après Hippocrate, ont dit qu'il était utile pour la santé de boire quelques fois jusqu'à s'enivrer. Il est assez naturel de penser que pour affermir sa constitution, on pourrait se permettre, quoique rarement, des excès autant dans le boire que dans le manger, voilà, pour stimuler, pour réveiller l'estomac. Alors, le chevalier de Jaucourt nous dit, alors il est plutôt sceptique par rapport à cette médecine morale dans cette deuxième partie du XVIIIe siècle, mais il nous dit que il y a des médecins encore dans le royaume. Pour illustrer, je vous donne à voir un extrait du recueil des plus illustres proverbes de Jacques Lanier, publié donc en 1663. Et on voit, pour illustrer le propos de Jacques Lanier, que à gauche existe une gravure intitulée Médecin d'eau douce et à droite une autre Soigné par le vin fait merveille. Pour faire simple, ces gravures étaient lues par des gens lettrés, hein, puisqu'il y a un texte autour, un monde de l'élite, eh bien, diffuse au XVIIe siècle cette théorie. Vous voyez un pauvre malheureux alité un médecin qui lui recommande de boire de l'eau parce qu'il a mal à l'estomac. Il refuse, ce mauvais médecin d'eau douce, et tout de suite, il va beaucoup mieux. Soigné par le vin, hein, ferait merveille. Toujours dans la même partie, il est important de souligner que existe une croyance positive en l'élévation, la transcendance par l'enivrement. Cet enivrement transcendant, il est surtout très présent au XVIe siècle. Il est très présent pour tous les auteurs qui sont imprégnés de philosophie néoplatonicienne. La philosophie néoplatonicienne qui, pour résumer, essaie de faire une synthèse entre Jésus, hein, le Nouveau Testament, et puis Bacchus, voilà, les anciens. Voilà. Et donc, c'est cette synthèse entre Dionysos et Jésus permettrait de révéler un ordre caché, hein, et ce qui permettrait de faire de l'enivré quelqu'un qui est hors de lui et qui lui permet ainsi d'atteindre une vérité autre que les autres qui ne boivent pas ne peuvent pas atteindre, une vérité céleste. Voilà, c'est l'enivrement transcendant. Alors, Rabelais, dans ses écrits, relate cette manière d'appréhender les choses. Alors, on peut dire, évidemment, Rabelais, c'est comique. C'est en partie comique, mais c'est quand même écrit et rien ne dit qu'il n'a pas testé, hein, avec ses amis ou d'autres auteurs, des poètes de la Pléiade, etc., cette manière d'appréhender une forme de christianisme, hein, en petit comité. Et il nous dit la fameuse phrase, enfin, hérité des anciens, de vin divin on devient, car pouvoir il a d'emplir l'âme de toute vérité, tout savoir et philosophie, en vain et vérité cachée. D'accord. De même, Montaigne, hein, reprend cette vision dans son chapitre sur l'ivrognerie, et il nous dit que prophétiser signifie avoir un jugement divin, c'est-à-dire une capacité normalement hors de portée d'un homme. Hors de portée d'un homme, sauf si on croit que par la folie de l'ivresse, on peut s'élever au-delà. Alors, ce néoplatonisme, il tend à disparaître plus le XVIe siècle s'écoule, et puis cette idée d'enivrement transcendant n'apparaît plus dans les sources,
d'une manière pratique, hein. En revanche, il se maintient d'une manière créative. C'est-à-dire que cet enivrement transcendant, on y croit de moins en moins, mais les auteurs, les poètes vont continuer à écrire que grâce à la consommation de vin, eh bien, ils ont de l'inspiration. Ils atteignent d'autres sphères intellectuelles. Et ils peuvent boire seuls, mais surtout ils boivent ensemble. Alors, au XVIIe et XVIIIe siècle, dans beaucoup de poèmes bachiques, on retrouve des citations d'auteurs, et ainsi on peut essayer de reconstituer une sorte de réseau de potentiels, hein, d'écrivains adeptes de cette pratique bachique. Alors, je les ai appelés les inspirés de la gourde, en fait, hein. C'est une expression qui permet en fait de bien rendre compte de cette inspiration par, par la consommation de vin. Alors, c'est Denis Diderot, hein, qui, dans Jacques le Fataliste, emploie cette expression. Et donc, vous voyez, bon, certains plus ou moins connus, Saint-Évremont, Saint-Amand, Farret, etc., Vendôme, Chapelle, La Fontaine, Molière, etc., qui auraient été des adeptes de cette poésie bachique. Autre point important, existe une complaisance par l'humour ou le comique d'enivrement. Donc, pendant l'époque moderne, on a l'existence une importance du théâtre, tout d'abord, et dans ce théâtre, du théâtre bas, du théâtre gras, hein, du théâtre comique bas, des farces, des comédies poissardes. Parfois, des comédies de bel esprit, mais qui font toujours, enfin, pas toujours, je veux dire, pas systématiquement à 100%, mais très régulièrement, qui, lorsqu'il s'agit de faire rire, utilise ce que j'ai appelé le comique d'enivrement. C'est-à-dire qu'on met en scène un ivrogne ou quelqu'un qui est ivre et qui va pouvoir faire sourire, faire rire aux éclats, etc. Ce qui est intéressant, c'est que au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, on a vraiment des acteurs qui se spécialisent dans ce comique d'enivrement et qui remportent de grands succès, notamment à Paris, à côté du Pont-Neuf ou autre, hein, place Dauphine. Et on a notamment Gros Guillaume, représenté ici sur la gravure. Alors, Gros Guillaume, il est très connu parce qu'en fait, il mettait deux ceintures quand il montait sur scène, sous la poitrine et puis sous le ventre, pour faire ressortir la grosseur de son ventre et ressembler à un tonnelet, enfin un petit tonneau finalement. Et puis avec des éléments comiques qui renvoient régulièrement à la vigne, au vin et à l'excès. D'autres acteurs sont de la même veine, comme Turlupin, comme Tabarin, comme Daubigny, comme Tacconnet, et qui véritablement, notamment Daubigny au XVIIIe siècle, sont reconnus par le tout Paris comme des maîtres en ivresse sur scène. Ce sont les meilleurs acteurs de théâtre, hein, d'ivrogne, de savetier-ivrogne, de cabaretier, etc. Et donc, cette complaisance est tellement banalisé en quelque sorte qu'on a quand même des philosophes qui ne sont pas forcément les plus comiques, tels que Jean-Jacques Rousseau, qui en viennent à penser, donc ici avec cet extrait de la lettre à M. d'Alembert sur son article Genève, que je le lis, généralement parlant, les buveurs ont de la cordialité, de la franchise, ils sont presque tous bons, droits, justes, fidèles, braves et honnêtes gens, à leur défaut près, bon, un peu comme tout le monde finalement. L'excès de vin dégrade l'homme, aliène au moins sa raison pour un temps, et l'abrutit à la longue. Il ne va pas défendre une consommation trop quotidienne de vin. Mais enfin, le goût du vin n'est pas un crime. Il en fait rarement commettre, il rend l'homme stupide et non pas méchant. Stupide, c'est-à-dire que c'est ponctuellement hors de lui finalement, hein, mais pas méchant, et surtout pour une querelle passagère qu'il cause, il forme 100 attachements durables. Donc ici, on a cette dimension sociabilisatrice, hein, si on peut ce néologisme, sociabilisante, collective du vin. Et ce qui est très intéressant, pour être complet sur ce point, il faut ajouter que l'excès de boisson enivrante représente de l'or en tonneau. De l'or en tonneau pour qui? En fait, pour les autorités, pour les pouvoirs civils, pour les pouvoirs religieux. Ces pouvoirs-là profitent de la culture de l'enivrement pour s'enrichir. Parfois même, ils invitent la population à s'enivrer lors des entrées de ville ou pour fêter les naissances royales ou les victoires militaires.
Le plus souvent, des fontaines de vin sont laissées à disposition des habitants, alors ça se passe en ville, hein, des habitants de la ville, sans surveillance policière et pendant des heures. Et donc ici, vous voyez, alors des fontaines de vin plus ou moins travaillées, plus ou moins belles. À gauche, en 1622, Louis XIII et Anne d'Autriche entrent dans la ville de Lyon et donc est fait un magnifique arc de triomphe temporaire avec des lions, évidemment, on est à Lyon, de la gueule desquels sortent du vin. Alors, il y a deux tonneaux derrière, un vin blanc, un vin plus clairet, couleur plus rouge, selon les goûts des Lyonnais qui viennent avec leur pot et qui se servent. À droite, c'est plus sommaire, on est à Nantes en 1758, on fait une victoire contre les Anglais à Saint-Cast, et donc on pose une barrique qui est ouverte sur une table et on a des Nantais qui viennent avec leur pot et qui boivent sans surveillance. Ici, on voit bien, il n'y a pas de policier, pas de sergent hein, qui surveille. Alors, je vais pour rendre la chose concrète, un peu vous donner des exemples de fontaines de vin dans la ville de Dijon. Alors, j'aurais pris Bordeaux, mais Bordeaux, vous connaissez sûrement mieux, donc en Bourgogne, en 1682. 1682, c'est un moment en août, de fête de la naissance du duc de Bourgogne, le fils du dauphin, et à Bordeaux aussi, il y a eu les mêmes fêtes. Hein. Et donc voilà, par exemple, ce qui se passe à Dijon, le samedi 15 août 1682. Donc, en fait, la municipalité, hein, le corps municipal décide ce qui est présenté ici. Donc, une fontaine de vin sera mise au devant de l'hôtel de ville et une distribution de pain pour faire boire et manger les habitants pendant les 3 jours. 3 jours de fête, hein, avec du pain et du vin distribués devant l'hôtel de ville. Donc, très clairement, le sens politique est évident, c'est le corps municipal qui vous offre ce vin gratuitement. Et puis également, ce qui est très intéressant, il faudra qu'il y ait une sorte de décorum. Je lis la suite, que le portrait du roi en grand, donc Louis XIV, qui est en la chambre du conseil, en soit tiré et mis pour ornement de la dite fontaine, sous un dais de velours cramoisi, galonné d'or, donc les couleurs du roi, cramoisi, au-dessus duquel portrait et sous le dit dais sera attachée une inscription de Vive le roi, Monseigneur le dauphin et Monseigneur le duc de Bourgogne. À côté, il y aura leurs armes et celles de la ville, le tout posé sur des tapisseries d'autres tissus rehaussés de soie. Donc ici, c'est un exemple magnifique pour l'historien, puisque très clairement, les représentants locaux du roi se représentent comme les dispensateurs ostentatoires de ce vin. Les Dijonnais s'enivrent sous le regard symbolique hein, et au nom de la famille royale. Hein. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, on peut crier Vive le roi. Même chose au XVIIIe siècle, pour la naissance du dauphin en 1729. Alors, ici, donc 4 dates qui sont prises en compte. Mercredi 14 septembre 1729, donc à Dijon, dans la ville de Dijon, 6 fontaines de vin donnèrent à boire au peuple pendant plus de 4 heures durant, de 18h à 22h, et puis après, sont organisées des danses. Voilà. Je veux dire, c'est très festif, hein, puisque après la panse vient la danse. Enfin, souvent, voilà, on est dans une journée d'excès, hein, légitime. Le dimanche 18 septembre, donc on a repris un peu, l'estomac a repris un peu de force. 5 fontaines de vin de midi à 17h sont proposées à Dijon. 2 sont placées devant l'hôtel de ville, sur un théâtre, aux côtés de tapisseries et du portrait de Louis XV. Donc, même chose qu'en 1682. Et dans la source, il est écrit qu'il sera pareillement établi 2 théâtres pour 2 fontaines de vin dans la place royale et une devant la porte de la maison de monsieur le vicomte Mayer. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 fontaines de la place royale sont disposées de part et d'autre de la statue équestre de Louis XIV. Donc on boit bien en l'honneur du roi. Hein. Le dimanche 25 septembre, par toutes les rues, les festins qu'on avait fait précédemment ont encore été refaits le même soir avec des acclamations de joie, danse et autres divertissements. Et puis, pour finir, dimanche 2 octobre 1729, l'intendant de Bourgogne, qui avait quitté Dijon et puis qui revient à l'occasion, offre une fontaine de vin à l'entrée de son hôtel. L'intendant de Bourgogne, c'est vraiment le représentant hein, administratif du roi dans la province de Bourgogne. Donc on a véritablement une association hein, des pouvoirs, du pouvoir politique et puis de la consommation festive de vin autorisé. Ça a été compris à l'époque, ça a été compris notamment par le philosophe d'Holbach, le baron d'Holbach, dans son livre
la morale universelle. Il nous dit à propos de la consommation de vin d'ivresse, on ne cherche aucun moyen d'y remédier. Bien loin de là, dans quelques nations, la politique se rend complice de ces désordres. En vue d'un profit sordide ou des droits que le gouvernement lève sur les boissons, l'intempérance du peuple est regardée comme un bien pour l'État et l'on craindrait une diminution dans les finances si le peuple devenait plus sobre et plus raisonnable. Finalement, ici, on voit bien l'intérêt économique de la consommation grâce à la fiscalité qui pèse sur l'entrée de vin dans les villes. Simplement pour vous donner un ordre d'idée, à Nantes, qui a été évoqué tout à l'heure, en 1721, dans la ville de Nantes, la fiscalité sur le vin renvoie à 20% des revenus de la ville de Nantes. C'est énorme, évidemment, c'est indispensable. On se rend finalement, enfin, il y a une association entre les pouvoirs politiques et puis religieux et puis les pouvoirs et le pouvoir culturel de la société. Oui, parce que je n'avais pas précisé, mais lors des fêtes en l'honneur du dauphin, il y avait des tédéums qui devaient être prononcés également, donc qui devaient ponctuer toutes ces fêtes religieuses, voilà. Ces fêtes politico-religieuses et collectives. Le deuxième point, c'est, comme on le voit sur le dessin, l'importance d'une culture sociabilisante, c'est-à-dire, et puis héritée. Donc, je vais vous montrer que, tout d'abord, s'enivrer collectivement est vu par les gens du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle comme une pratique universelle, ancienne, traditionnelle, qui semble en quelque sorte banale. Alors, je vais m'appuyer ici sur un ouvrage qui est incroyable, en fait, pour un historien, puisque quand je l'ai découvert, je me suis dit, bon, c'est ma source, c'est une source géniale, puisque cet homme qui a vécu au XVIIe siècle s'est posé les mêmes questions que moi. Il a essayé de comprendre l'ivresse et l'ivrognerie en son temps. Et cet homme, c'est un médecin, c'est Jean Mouzin, médecin du duc de Lorraine, qui a publié en 1612 un gros livre qui s'intitule Discours de l'ivresse et de l'ivrognerie. Ouvrage magnifique. Et j'en extrais juste 4 lignes simplement. Et il nous dit finalement que de notre temps, nous avons vu quelques ivrognes qui ont fait des efforts en ce métier, autant ou plus admirables que ceux des anciens. Et ici, finalement, si vous voulez avoir des exemples de grands consommateurs de vin, c'est l'ouvrage qu'il faut consulter. Et Jean Mouzin nous rend compte notamment de la vie d'un cabaretier qui vit dans les Vosges, dans le petit village de Mutzig, aujourd'hui qui est en Alsace, et il nous dit que ce fameux buveur, lorsqu'il voulait s'égayer, buvait par repas pas moins de 8 litres. Et il nous dit, c'est par cet exploit personnel répété jusqu'à sa mort que ce buveur est connu dans toute la région et que sa mémoire, enfin la mémoire de ce personnage, se transmet. Et il nous dit, à la manière des grands buveurs anciens, romains ou grecs. Et Mouzin donc, nous dit que quand il travaille sur l'histoire antique, en fait, il s'aperçoit que les Gaulois buvaient beaucoup, les Romains buvaient beaucoup, les Grecs buvaient beaucoup, les Germains buvaient beaucoup, enfin tout le monde buvait finalement. Et ce constat, en fait, on le retrouve également chez des gens très sérieux, hein, comme La Bruyère, donc dans les caractères de La Bruyère. Et il nous dit, alors, sous forme humoristique un peu à regret, que le goût de l'ivresse, en fait, le goût de l'ivresse plaît au XVIIe siècle et plaît parmi les élites, hein, des élites au petit peuple. Et voici ce qui elle a de la vertu, ils vous disent qu'ils la gardent. En gros, ça ne les intéresse pas, hein. Mais si vous leur apprenez qu'il y a un tigilin qui souffle et qui jette en sable un verre d'eau de vie, un tigilin, en fait, c'est un ancien qui était un conseiller de Néron. Voilà, et qui était vu comme un très grand buveur, et donc qui jette en sable, qui boit d'un coup, en fait, un cul sec. Et donc, et chose merveilleuse, qui y revient à plusieurs fois en un repas, alors ils disent, où est-il? Amenez-le-moi demain, ce soir, me l'amènerez-vous? On le ramène, et cet homme, propre à parer les avenues d'une foire et à être montré en chambre pour de l'argent, ils la mettent
l'admettent, pardon, dans leur familiarité. Ici, on voit le goût des élites pour ces grands buveurs qui impressionnent. Euh, qui impressionne, mais il ne faudrait pas croire que tous les Français, les Français et les Françaises des 16e, 17e et 18e siècle boivent tout le temps en excès. Un autre livre essentiel est celui que vous voyez sur votre écran, L'éloge de l'ivresse de Albert-Henri de Salangue. Il date de 1715. Et dans cet éloge de l'ivresse, Albert-Henri de Salangue nous explique quelle est la bonne ivresse. Et finalement, en recoupant sa vision avec les sources juridiques, religieuses, etc., que j'ai fréquentées, je m'aperçois que c'est véritablement, enfin qu'il a raison, et que c'est cette ivresse-là qui est légitimée, alors qui est bonne parce qu'elle est acceptable. C'est comme ça le sens de bon, évidemment. Alors voilà ce que nous dit Salangue. Pour ne pas être accusé d'être un ivrogne, aujourd'hui on dirait un alcoolique, eh bien il faut boire en bonne compagnie. C'est-à-dire, il ne faut pas boire tout seul. Quelqu'un qui boit tout seul, c'est qu'il est ivrogne. Voilà, il a un souci avec le vin. Non, il faut partager. Donc pratique collective. Et il faut boire pas souvent. Donc, évidemment, pas tous les jours, il ne précise pas, mais pas tous les jours, et en temps convenable. C'est-à-dire qu'il y a des moments durant lesquels les excès sont autorisés et des moments durant lesquels une pratique, la consommation du même volume de vin serait vue comme justement inadmissible parce que anormal, en dehors des normes. Et donc, il y a un moment de fête qui revient d'une manière cyclique et qui doit permettre la communion des Français et des Françaises autour d'un pot de vin, par exemple. Cette réalité, je vous l'ai dit, elle concerne les élites, elle concerne le petit peuple. Je n'ai pas trouvé d'exemples concrets d'enivrement excessif, je veux dire radical, d'un roi de France au XVIIe ou au XVIIIe siècle. En revanche, et avec une source avérée, juste, qui soit pas une légende noire ou autre. Bon. En revanche, ce tableau est très intéressant. C'est un tableau de Nicolas Lancret qui s'intitule Déjeuner au jambon. Il est extrêmement connu, magnifique. Il est conservé à Chantilly au musée Condé. Il date de 1735 et ce qui est intéressant, c'est que c'est une commande. C'est une commande du roi, du jeune roi Louis XV, et pour décorer ses petits appartements, dans lesquels le roi déjeune, soupe fréquemment avec ses amis, avec ses proches. Donc ici, on est dans une sphère privée, c'est-à-dire que ce tableau n'est pas destiné à être vu de tous. Et ce tableau donc décore une salle de repas, finalement, où se trouvent Louis XV et ses amis convives. Et c'est une scène champêtre qui correspond très clairement à l'ambiance des repas de Louis XV, sûrement dans ses petits appartements, puisque après ses chasses, il déjeunait avec ses amis dans cette salle-là. Donc on est encore un peu dans la forêt, et donc une table a été dressée, et donc on voit très clairement ici l'ivresse des personnages. Vous voyez le teint rouge, vermillon de certains personnages. Il suffit de regarder le nombre de bouteilles bouteilles brisées qui jonchent le sol. Alors, je les ai comptées. Il y a 23 bouteilles. Ça fait 3 bouteilles par convive. J'enlève les valets, évidemment. Donc, 23 bouteilles, 3 bouteilles par convive. Très clairement, l'ivresse est présente. Elle n'est pas cachée. Et alors qu'ici, on est face à en présence de membres de l'élite, de la noblesse de Versailles. Et le personnage important, c'est celui qui est en train de se dresser sur la table, couvert de pampres. D'ailleurs, je vous signale en haut de la colonnade, à gauche, donc une représentation bachique, avec une panthère, avec un satyre ou Bacchus en train d'écraser une grappe de raisin. Eh bien, cet échanson, ce chef de la fête, est en train de verser du champagne dans le verre, et tout le monde admire sa qualité, admire la qualité du vin également qu'il est en train de boire, et tout le monde s'amuse. Il n'y a aucune vision négative. Finalement, ici, qu'avons-nous sous les yeux? Nous avons une sorte de programme
programme de repas qui est tout à fait légitimé par le roi de France. Voilà. Par le roi de France. Ce qu'il faut signaler, c'est que de l'autre côté de ces petits appartements, on avait également un grand tableau le déjeuner aux huîtres, hein, qui nous montre grosso modo le même message. Euh, Ici, donc, c'est pour souligner la convivialité et la pratique collective. Madame de Sévigné nous, enfin, les lettres, fameuses lettres de Madame de Sévigné, sont utiles pour découvrir la fréquence de ce qu'on appelle les santés, hein, quand on trinque à la santé de quelqu'un, etc. Alors, évidemment, il n'y a pas que Madame de Sévigné qui en parle, beaucoup d'autres sources en parlent, mais celle-ci est assez magnifique, en fait. On est en 1671, en août 1671, et Madame de Sévigné voyage, et elle est en Bretagne à ce moment-là, et a lieu le banquet des États de la noblesse de Bretagne le 17 août 1671. Donc 2 jours après, elle en rend compte dans sa lettre, et voilà ce qu'elle nous raconte. Elle était dans la pièce à côté, et en fait, elle a été troublée par les clameurs. Toute la Bretagne était ivre ce jour-là. La Bretagne, ce sont les nobles, évidemment. Nous avions dîné à part, 40 gentilshommes avaient dîné en bas, et avaient bu chacun 40 santés. C'est-à-dire qu'ils ont trinqué chacun l'un à l'autre. Voilà. 40 verres. Celle du roi avait été la première, et tous les verres cassés après l'avoir bu. Le prétexte était une joie et une reconnaissance extrême de 100 000 écus que le roi a donné à la province. Le roi a écrit de sa propre main 1000 bontés pour sa bonne province de Bretagne. Il s'est élevé un cri jusqu'au ciel de Vive le roi. Et ensuite, on s'est mis à boire, mais boire, Dieu sait. Voilà. Et là, on est dans le monde de la noblesse, hein, et donc de la convivialité par les santé, mais qui existe également dans les cabarets, pour le petit peuple. Donc cette consommation qu'on appelle à la ronde, hein, est une norme qui concerne bien toutes les catégories sociales, puissantes, modestes, rurales ou urbaines. En fait, s'enivrer avec autrui permet de tisser du lien social. Boire avec les autres et à leur santé permet aussi d'apaiser les relations, parfois de se réconcilier, de témoigner de son amitié, de fêter un événement, hein, de sceller des alliances, etc. Et dans les archives judiciaires, bien, j'ai rencontré moult cas qui confirment cela. Donc, véritablement, boire ensemble permet de savoir, pour les gens de l'époque, si l'interlocuteur ne cherche pas à dissimuler quelque chose. Hein. C'est aussi un jeu parfois d'essayer d'enivrer l'autre pour savoir si le contrat qu'on est en train de signer ne dissimule pas quelque chose. Hein. Et dans les autres cas, finalement, l'ivresse est communielle, on communie finalement. Alors, en conclusion, je voudrais reprendre dans un premier temps la citation de Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire que quand il s'agit d'appréhender l'ivresse, et notamment ici, il évoque les pouvoirs civils et religieux, eh bien, il donne un conseil, hein, ce philosophe. Ne cherchons point la chimère de la perfection, mais le mieux possible. Et le mieux possible, c'est ce qu'a expliqué Jean-Jacques Rousseau. Finalement, dans l'Ancien Régime, il est permis de s'enivrer, parfois, en bonne compagnie. Pas tout le temps, mais pour des raisons vues comme valables, hein, des raisons festives. Et dans tous les cas, quand le comique d'enivrement perdure jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et puis même jusqu'à aujourd'hui, hein, il suffit de regarder des pièces de théâtre, ou dans des comédies ou au cinéma, hein, ou dans des romans. En fait, l'individu ivre fait souvent rire, hein, et fait souvent permet de dédramatiser son action. Et donc, dans ces cas-là, en fait, les Français de l'Ancien Régime se disent, finalement, quel mal y a-t-il réellement à s'enivrer? Quel mal y a-t-il à s'enivrer? Retenez finalement, lorsque l'ivresse ne trouble pas l'ordre public, eh bien l'ivresse est acceptée. Quand l'ivresse correspond à la norme sociale, malgré les normes juridiques et religieuses qui sont en train d'être imposées, eh bien l'ivresse n'est pas vue comme un mal. Hein. L'ivresse n'est pas vue comme un mal. Et pour finir, dans mon travail de thèse, j'ai étudié plus de 4000 sources judiciaires
de procès. Hein. J'ai cherché des ivrognes condamnés enfin des individus condamnés uniquement pour ivresse, du 16e au 18e siècle. Ben, j'en ai trouvé aucun. J'en ai trouvé aucun. Finalement, c'est une loi qui est créée dans un contexte particulier de tensions religieuses, mais qui n'est jamais appliquée. Ce n'est pas une particularité de l'Ancien Régime. Aujourd'hui encore, des lois sont votées, mais ne sont pas vraiment applicables en tant que telles. Hein. C'est une posture politique, mais ce qui est intéressant, c'est qui perdure 300 ans. Hein. Qui perdure 300 ans. Et puis, pour la religion, je ne rentre pas dans les détails, mais le christianisme enfin, l'Église trouve de nombreuses circonstances atténuantes régulièrement à des enivrés. Hein. Donc retenez que finalement, l'ivresse d'Ancien Régime, c'est une ivresse qui est normée, hein, c'est-à-dire qui correspond à des normes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette très belle conférence qui nous renvoie à un autre monde, le monde d'avant, comme on dit aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, je souhaiterais poser une question. On a vu tout d'abord Ramponeau, vous avez parlé des barrières d'octroi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces barrières d'octroi, sur ces fossés qui étaient créés pour ne pas payer l'impôt et comment les gens procédaient à cette époque-là. Et j'aurais aussi une deuxième question par rapport à la norme. On consomme beaucoup de vin au XVIIe, XVIIIe siècle, en particulier tous les milieux, le travailleur de force, etc. À quel moment de l'utilisation de la boisson va-t-on savoir que l'on s'enivre et est-ce que vous savez, vous avez pu évaluer combien de vin on arrivait en moyenne à consommer? Est-ce que ça concerne que les hommes? Est-ce que les femmes consomment aussi du vin? Dans quelle mesure? Dans quel milieu? Ou est-ce que c'est pas bien vu et à ce moment-là, c'est rejeté? Voilà. Très bien. Alors, pour la première question, donc sur les cabarets de Ramponeau, c'était ma première diapositive, et sur l'octroi. Eh bien, pour accroître la fiscalité, l'État moderne, en fait, hein, taxe l'entrée du vin dans les villes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que certaines villes ont des privilèges et puis ça dépend des villes. Mais grosso modo, il coûtait moins cher de boire du vin en dehors des murs de la barrière d'octroi, donc des murs à partir desquels on était taxés, et ce qui explique le succès donc, du cabaret de Ramponeau, parce que le cabaret de Ramponeau était juste au-delà de la barrière d'octroi, et en fait, ce succès du cabaret de Ramponeau s'inscrit dans le succès plus global de ce qu'on a appelé les guinguettes, où on buvait du petit vin parisien, le Guinguet, qui n'était pas forcément un vin de grande qualité, hein, mais qui surtout coûtait 2-3 fois moins cher que le vin qu'on pouvait, le vin de base, hein, basique, qu'on pouvait consommer au cœur de Paris. Et donc, oui, semble-t-il, d'après les sources, on a régulièrement, et notamment le dimanche, hein, au XVIIIe siècle, une foule de Parisiens qui passe les murs de la barrière d'octroi pour passer du bon temps, hein, dans la convivialité des guinguettes. Et ici, toutes les catégories sociales se retrouvaient, avec des nobles qui venaient s'encanailler avant le 19e siècle, où on a employé beaucoup cette expression-là, mais déjà au milieu du peuple. C'est pas à partir de ce moment-là que les nobles commencent à s'encanailler. Enfin, au XVIIe siècle, on a des grands comme Gaston d'Orléans et ses amis, hein, dans sa jeunesse, qui n'hésitent pas à aller dans les cabarets au cœur de Paris pour boire avec le peuple, etc. Voilà, donc ces guinguettes, en fait, elles ne sont pas qu'à Paris, hein. Elles sont autour des grandes villes. Je sais
particulièrement autour de Lyon, en fait, hein. Autour de Lyon, la barrière d'octroi était au niveau du Rhône et donc au-delà du Rhône, en fait, on avait tout le quartier qui s'appelle de la Guillotière, un quartier des cabarets et heu et donc c'était le même fonctionnement, voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que enfin, on peut le signaler, c'est que, au mois de juillet 1789, heu, l'une des sources de mécontentement, du peuple parisien, hein, c'est, notamment, en lien avec cette taxation, des barrières d'octroi et donc on a, une volonté de mettre bas cette taxation et alors c'est pas le déclencheur de la Révolution française, loin de là, mais ça fait partie d'une source de mécontentement et on aimerait bien boire mieux et moins cher, finalement. Le la 2e question donc c'était, par rapport, notamment aux femmes, hein, à la consommation, de vin, des femmes. Heu je n'ai pas, d'évaluation, quantitative, à vous donner, précisément sur les niveaux de consommation moyens des femmes ou des hommes. Je n'en ai pas eu la possibilité, hein, de le chiffrer précisément. En revanche, j'ai eu la possibilité d'avoir une approche, morale, moralisatrice de la consommation, de vin ou d'eau-de-vie, hein, ou d'autres boissons, enivrantes et ici très, très clairement, la consommation excessive est, plus rapidement mal vue chez la femme que chez l'homme, avec très rapidement une association, entre, la femme ivronne qu'on appelle l'ivrognesse et la prostituée, la femme de mauvaise vie. Parce que, évidemment, dans la mentalité, de l'époque, la femme hors d'elle ne contrôle plus son corps et donc là, on a un danger pour la famille, en fait, hein. On est en danger pour les éventuelles relations qu'elle pourrait avoir avec d'autres hommes et donc on le refuse, hein. Néanmoins, dans mes sources judiciaires, j'ai retrouvé énormément de femmes cabaretières, donc qui tiennent véritablement les cabarets ou bien de consommatrices et qui, à ce moment-là, ne sont pas vues comme des ivrognes, enfin pas négativement par les autres clients. Donc, on a longtemps cru il n'y avait pas vraiment de femmes dans les cabarets. Aujourd'hui, on revient complètement, sur cette idée-là. Elles consomment aussi, évidemment et en revanche, on a un outil de critique de leur consommation, l'outil moral qui est bien plus fort, bien plus efficace, hein. Hem, voilà et je crois que c'était tout, hein, c'est ça? Alors oui, il y en a d'autres questions du public aussi, pour Très vous, bien. Mathieu. Alors, 1re question, est-ce que la complaisance autour de l'enivrement, est encore existante, aujourd'hui alors que le délit d'excès est toujours présent au XXIe siècle? Alors, justement, dans le livre Le goût de l'ivresse, histoire de la boisson, depuis le Moyen Âge, donc qui est paru, en 2017, j'évoque ce point-là, et j'explique que, finalement, bon, une certaine complaisance, enfin, on peut toujours trouver une complaisance à l'égard de la consommation, Ah, commencer à lutter, de manière plus efficace contre cette consommation et en fait, on a différentes étapes. On a la Troisième République, qui commence à lutter, contre l'ivresse, publique. Alors pour diverses raisons, mais notamment la Troisième République essaie de moraliser, la France, qui vient de perdre, contre la Prusse et ses alliés, germaniques et puis, l'autre, étape importante en fait, c'est, le régime de Vichy. Le régime de Vichy qui, est longtemps souvent oublié évidemment, mais qui, s'était engagé également dans une lutte un peu plus, morale contre l'excès, d'alcool et notamment bon, l'excès du pastis, enfin du ricard, hein, qui était vu comme, une parmi d'autres, hein, des causes de l'affaiblissement de la nation française et finalement, mais tout ça, ça fonctionne à moitié. Ça fonctionne à moitié puisque, dans les années, 1960, les Français consomment encore en moyenne près de 140 litres de vin, par an, par habitant. Voilà, c'est une sorte de courbe supérieure. En revanche, depuis les années 60, ça diminue. Ça tend à diminuer, lentement
et notamment sous l'action de l'État. Et on pourrait dire que, à partir de la fin des années 50, début des années 60, l'ivresse, de l'automobiliste, est de plus en plus attaquée, parce que, en fait, il va servir de quelque sorte de bouc émissaire, enfin, ou de moyen efficace de lutte puisque, pratiquement, enfin concrètement, on voit que l'automobiliste ivre, est dangereux, hein, et donc on va commencer à interdire la consommation, trop excessive, de boissons enivrantes. On va inventer l'éthylotest, heu un gramme 2, et aujourd'hui, c'est 0,5 ou 0,2 pour pour les camionneurs ou pour, ceux qui, les jeunes conducteurs, voilà. Hem, mais mis à part la lutte contre l'ivresse, du conducteur, il faut bien dire que, l'État n'arrive pas en fait n'arrive pas ou ne veut pas ou ne peut pas, finalement, lutter efficacement contre la consommation, mais notamment, bah, dans nos jours de déconfinement, enfin pseudo-déconfinement, enfin les fêtes qui ont lieu, Mmh. régulièrement, qui donnent lieu à la consommation de boissons enivrantes sur la voie publique, alors même que c'est interdit, hein. C'est-à-dire qu'ici, c'est intéressant, on a une tension entre, ce qui est vu comme acceptable par la population et puis, ce que peut faire l'État. Voilà, ce que peut faire l'État, alors même que des médecins, tentent, hein, de lutter contre l'ivresse. La précédente ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'était engagée vraiment dans une lutte, forte contre l'ivresse, qui a été arrêtée net, par le président de la République, et par rapport à son appréhension enfin, sa culture, personnelle, et puis ce qu'il pense être la culture aussi, des Français. Voilà, donc voilà, on est encore dans un moment de tension, mais ça dépend aussi des acteurs politiques, en fait, hein, qui ont le pouvoir. Mmh mh. Mmh. Très bien. Une autre question intéressante. À quel moment apparaît la culture hédonique du vin qui dépasserait l'enivrement et son acceptation? Hem, Bah, en fait, ah oui, c'est-à-dire un simple goût, alors appréhender comme ça, je ne dirais je saurais pas trop dire puisqu'en fait, j'ai envie de dire, depuis l'Antiquité, en fait, hein, enfin, depuis l'Antiquité puisque, à l'époque des Romains, enfin, on s'intéressait, très clairement au goût. Il y avait déjà des grands crus, les grands crus de l'époque qui existaient, et on avait, un goût hédoniste, en fait, hein, lors de banquets, et sans forcément aller jusqu'à l'ivresse. En revanche, pour notre période plus moderne, je dirais que c'est peut-être à partir des Lumières, à partir du XVIIIe siècle, puisque, il y a une certaine philosophie, gustative liée à certains penseurs comme Condillac qui, qui vont mettre en valeur les sens, hein, le goût, et peut-être, la consommation de l'objet pour, en valorisant sa beauté, enfin je veux dire le caractère magnifique du contenu, enfin, du vin, et sûrement ensuite repris par les gastronomes, du début du 19e siècle, et puis après jusqu'au 20e siècle avec Kurmanski ou d'autres. Et donc heu, donc voilà, je dirais ça, il y a toujours eu des consommateurs hédonistes, et sûrement un tournant à partir du 18e siècle avec Condillac, sûrement. En tout cas, ça donne une légitimité, enfin, je veux dire une certaine légitimité à cette appréhension gourmande, en fait, simplement gourmande, enfin gourmande sans excès, je veux dire, mais positivement gourmande. Ouais. Très bien, une autre question. Au-delà du XVIIIe siècle, est-il vrai que Pasteur aurait écrit que le vin est le lait des vieillards? Alors, oui, oui, en fait, hem, alors évidemment Pasteur, en ces temps de médecine française un peu laborieuse, il est souvent utilisé comme étant, voilà,
un dernier symbole de la grande médecine française. Bon, et donc, Pasteur, effectivement, vantait une consommation de vin, hein, en disant que c'était la meilleure des boissons et puis il fallait boire environ 1 litre. Voilà. Donc oui, c'est vrai, mais en même temps, il faut se mettre dans la. Il ne faut pas faire d'anachronisme, en fait. Hein. Quand il dit ça, en fait, on est c'est au début hein, de la carrière de Pasteur, on est dans les années 1860, je n'ai pas la date exacte, et 1870. Et à l'époque, en fait, l'eau potable n'était pas d'un accès simple pour tout le monde. Enfin, il ne faut pas oublier, par exemple, enfin, en Bretagne, à Rennes, enfin, non, enfin, dans la fin fond de la Bretagne, l'eau courante potable, c'est les années 1950. Hein. Donc l'approche qu'on a aujourd'hui de l'eau qui est simple à boire et qui est forcément potable pure, elle est totalement anachronique à l'époque. De même, Pasteur, il est très imprégné de la culture de son temps, c'est-à-dire le vin donne de la force, le vin donne de la vitalité, le vin réveille, le vin stimule. Alors c'était peut-être un vin un petit peu moins fort, enfin ça dépend, on n'est pas obligé, on ne pas des vins à 14 degrés, mais euh, et donc, il est vrai que pour les travailleurs de force, hein, notamment, on vantait la consommation de vin. Alors, le fait que les vieillards aient le droit de boire du vin, c'est aussi sûrement inspiré de la mentalité des anciens, puisque les anciens Grecs expliquaient que la consommation de vin devait augmenter avec l'âge. Et alors, pour les Grecs anciens, grosso modo, à 40 ans, on était un vieillard. Voilà. Mais grosso modo, on devait sûrement pas commencer à boire trop de vin pur avant l'âge de 40 ans. Et donc, on a gardé en fait cette échelle-là, sauf qu'en fait, on a déplacé les vieillards, évidemment, au-delà de 40 ans, mais la jeunesse n'était pas censée boire autant de vin que l'adulte, qui est capable de se maîtriser aussi. Alors, vous avez une autre question. Michel Craplet, qui est alcoologue, vient de publier un livre, L'ivresse de la Révolution, Oui, dans lequel il souligne le rôle de l'ébriété dans les émeutes de juillet oui. 1789, y compris les prises de l'octroi et les prises de la Bastille. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, en fait, j'ai vu ça parce que ça a été publié ce mois-ci, ou en tout cas, j'ai vu un article qui en rendait compte. Je ne l'ai pas lu, hein, donc je ne peux pas savoir. En revanche, c'est un fait qui est connu. Alors, il a évidemment sûrement approfondi la chose, mais il est avéré par les historiens que effectivement une partie de la population parisienne du 13-14 juillet a bu du vin et est enivré et ivre. Et, euh, et donc, ça peut jouer un rôle de déclic, d'accélérateur. Hein. Mais n'oubliez pas que la Révolution, en fait, enfin, quand on se révolte le 13 juillet au 14 juillet, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. En fait, la Révolution, c'est une accumulation de journées qui réussissent parce qu'en fait, on a une réunion de points de vue différents, enfin de potentialités politiques différentes et qui réussissent à ce moment-là. Donc, il ne faut pas dire que la révolution est faite pour boire du vin, enfin, c'est pas ça. Hein. Mhm. Mais effectivement, ils sont enivrés, ouais. Effectivement, les barrières d'octroi ont été prises d'assaut et, ouais. Et on a bu du vin. Voilà, vous faites référence, donc c'est une autre question, vous faites référence à de très grands volumes de vin absorbés à l'époque. Est-ce que vous connaissez le degré alcoolique moyen? Non. Non, on ne connaît pas le degré alcoolique moyen. On pense que on est sûr que c'est moins puissant qu'aujourd'hui. Souvent, ce qu'on lit dans enfin, dans les écrits des historiens, c'est que c'est peut-être autour de 6%. Peut-être autour de 6%. Après, ça dépend des vendanges, hein, ça dépend de l'ensoleillement, etc., et de la manière de faire son vin. Mais sûrement pas 12. Sûrement pas 12 en moyenne. Hein, voilà. Mhm. Et puis, parfois, on coupe quand même son vin d'eau. Hein. Donc, pratique qui a un peu disparu aujourd'hui, mais parfois, il y avait des personnes âgées qui coupaient encore leur vin d'eau. Hein, voilà. Euh, donc, en fait, on a du mal à mesurer. De toute façon, on ne peut pas mesurer le taux d'alcoolémie. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça favorise la complaisance. Parce que ceux qui ont le plus réfléchi
au niveau à partir duquel on est ivre, ce sont les médecins et les ecclésiastiques, les théologiens. Et ni l'un ni l'autre, évidemment, avant la science moderne, ne sont en moyen de dire qu'à partir de tel niveau, on est ivre. Et donc, c'est pour ça que les théologiens prennent comme élément clé la perte de la raison. Voilà. Si on n'est plus soi-même, si on ne comprend plus ce qui se passe, on est ivre. Voilà. Aujourd'hui, on a un niveau nos niveaux sont beaucoup plus faibles que ça, en fait. Hein. Enfin, voilà. Et après, c'est toujours sujet à caution, parce qu'un théologien, enfin un ecclésiastique, le curé de la paroisse va voir quelqu'un qui croit être ivre, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui poser des questions pour savoir s'il a tout son esprit. Et si l'autre lui dit qu'il comprend tout, bon, bah, ça veut peut-être dire qu'il n'est pas ivre. Voilà. Donc, il ne va pas forcément le condamner. Hein. Par ailleurs, ce que j'avais évoqué, mais que je n'ai pas précisé, c'est que l'Église a des moyens aussi d'excuser l'ivresse, parce qu'il suffit juste d'ouvrir l'Ancien Testament pour s'apercevoir que des individus qui sont normalement, dans la pensée des théologiens, au paradis, c'est-à-dire par exemple Noé, hein, ou Lot, eh bien, étaient ivres. Hein. Noé, c'est le premier des vignerons et c'est le premier enivré. Hein. Et puis Lot, évidemment enivré, mais en fait, il ne savait pas ce qu'il faisait. Voilà. Donc, c'est pour ça que la question de la raison est essentielle. Et puis pour les médecins n'ont aucun moyen de mesurer le taux d'alcoolémie. Donc c'est pour ça qu'on trouve plein de pensées différentes dans la médecine de l'époque. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On va s'arrêter là, un petit peu dépasser l'heure. Donc, merci beaucoup, Mathieu Lecoutre, Je vous en pour prie. cette conférence en ligne. Marguerite, je crois que vous voulez rajouter un petit mot avant Oui, qu'on conclue. merci beaucoup Mathieu pour cette conférence très intéressante, qui nous a beaucoup apporté et nous a donné des données nouvelles et un regard nouveau sur le vin. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement le public, qui est fidèle et qui assiste à ces conférences très régulièrement. Pour cette dernière conférence des vendanges du savoir de l'année. Il n'y aura pas cette année de balade savante à cause de la conjoncture. Espérons que nous pourrons continuer cela l'année prochaine. En tout cas, on vous dit à l'année prochaine pour une suite de conférences en présentiel, nous l'espérons, et en ligne, bien entendu. Au revoir. Voilà, je rajoute un petit mot pour vous dire que cette conférence sera, vous pourrez la réécouter sur le site internet de la Cité du Vin et également sur le site internet de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Donc, si vous voulez le réentendre, n'hésitez pas. Et puis, concernant la programmation de la Cité du Vin, alors vous le savez, vous en doutez, nous allons réouvrir nos portes. Nous croisons les doigts. Le 19 mai, donc le parcours permanent de la Cité du Vin va réouvrir, ainsi qu'une exposition une exposition temporaire artistique qui devait avoir lieu l'an dernier et qu'on a décalé donc cette année, qui est prête, qui vous attend. C'est une exposition mythologique, Boire avec les dieux, avec une 50aine d'œuvres. Donc c'est autour de la figure de Dionysos, dieu du vin. Il y a des œuvres magnifiques, des prêts exceptionnels du musée du Louvre et du musée national archéologique d'Athènes. Et tout cela est mélangé avec des œuvres aussi. Enfin, il y a 3 grandes installations monumentales d'artistes contemporains qui réécrivent des mythes autour de Dionysos, Ampélos. Voilà, donc je vous invite vraiment à venir voir cette exposition qui vous est présentée du 19 mai au 31 août. Et puis la programmation culturelle en ligne pour le moment et en présentiel, je l'espère, continue. Vous avez toutes les informations sur le site de la Cité du Vin. On accueillera en ligne Jamie Ritchie le 25 mai à 19h. Jamie Ritchie, qui est le directeur mondial de Sotheby's Wine, donc une des grandes références de maisons de vente aux enchères du vin. Donc voilà, on vous retrouve pour ces rendez-vous. Et puis, merci encore Mathieu Lecoutre pour cette intervention et d'avoir accepté ce format en ligne pas forcément évident. Et on espère vous accueillir à la Cité du Vin Avec plaisir. dès qu'on pourra. Voilà. Voilà, merci à toutes et à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.